Pour être honnête, j'avais écrit, mais en entendant ce que je viens depuis tout à l'heure, quand j'assiste à la journée, il y a deux choses que je voudrais quand même, si je vous laissais un message en tant qu'usager du système de santé, c'est l'importance de la parole. En fin de compte, ce que j'entends depuis tout à l'heure, et je remercie les comptes, entre autres, parce que ça m'a beaucoup éclairé, c'est d'entendre dire que dans une relation humaine, parce que c'est une relation humaine, que ce soit de l'amour, que ce soit un soin, il y a forcément une notion qu'il ne faut jamais oublier, qui est centrale, c'est le respect. Qui dit respect, c'est un mot qui ne veut rien dire, soyons clairs, mais qui veut dire quand même que si je tiens compte de l'autre, je suis obligé d'écouter ce que l'autre me dit. Et dans ce que j'entends depuis tout à l'heure, et ce qui me frappe, moi qui suis usager du système de santé, qui est malade, qui utilise, c'est toujours cette relation de prouver qu'on est malade et de prouver qu'on est dans une relation asymétrique. Quand on vous donne une information, soyons clairs, surtout quand c'est une information médicale, si on ne sait pas que simplement 20%, j'ai bien dit 20% de ce qui est dit à ce moment-là est retenu, vous voyez bien que dans le consentement, ça va être compliqué. Qu'est-ce que je vais retenir? Est-ce qu'il faut prendre tel médicament? Est-ce qu'il faut aller plutôt faire telle thérapie? J'en sais rien. C'est pour ça que la notion de dialogue est super importante et qu'il faut la remettre et lui redonner du sens, et c'est l'être de noblesse. Si on est dans un pouvoir, parce que depuis tout à l'heure, ce que tu dis entre nous, c'est que le pouvoir agit, mais le pouvoir est partout. Le pouvoir, c'est celui qui sait, le pouvoir, c'est celui qui domine par la force. Voyons le viol, par exemple, c'est la force. Donc, quelque part, il y a toujours une notion de pouvoir et d'appartenance que vous disiez si bien tout à l'heure. Mais moi, ce que j'entends aussi dans la relation de patient, c'est cette relation de fragilité. C'est cette relation de confiance, cette relation de qu'est-ce que j'attends de l'autre pour me soigner, pour m'aider. Parce qu'en fin de compte, c'est de l'aide qu'on attend. Et quelle sorte d'aide que je veux avoir? Est-ce que c'est de guérir? Est-ce que c'est de me soigner? Est-ce que c'est d'aller mieux? De plus en plus, ce qu'on constate, nous, dans les maladies chroniques, les gens sont malades très longtemps. Donc, ce n'est plus de guérir. Donc, ça y est, on peut l'enlever maintenant. C'est de vivre mieux. Mais qu'est-ce que ça veut dire, vivre mieux? C'est-à-dire de respecter l'environnement dans lequel je suis, de respecter ma capacité à comprendre, ma capacité à agir, ce qui est importante aussi. Donc, le consentement va nous interroger sur qu'est-ce que tu veux et non pas ce que je veux que tu fasses. Déjà, j'en ai quand même pas 3 minutes. D'accord. Là, j'étais surpris. Là. Vous voyez, les usagers, on les coupe souvent. C'est une habitude. Non, ce que je veux dire par là, c'est que dans le consentement, moi, ce que j'aime bien, moi, j'avais parlé de zone grise à l'origine. Pourquoi? Parce que quand je dis oui, est-ce que c'est un oui définitif? Alors que c'est peut-être un oui pour le moment parce que je comprends, mais je ne sais pas forcément que je suis d'accord. C'est comme une information qu'on me donne. Vous êtes malade? Oui, je suis malade. J'ai bien dit oui, donc je consens à être malade. Mais en même temps, je réfléchis à comment je peux guérir. Vous voyez, c'est à quel niveau on met le consentement et qu'est-ce qu'on cherche dans le consentement? Est-ce que c'est une relation de dépendance, une relation de pouvoir ou une relation d'information? Tout à l'heure, Karine nous a rappelé la loi du 4 mars 2002. C'est un droit pour les usagers. Et dedans, c'est un des premiers droits qui a été mis, parce qu'on revient sur la notion de droit, c'est le consentement, c'est de donner le consentement, un consentement éclairé, qui soit entendu et compréhensible. Est-ce que vous vous imaginez aujourd'hui, quand vous allez voir un médecin, qu'il vous demande votre consentement? Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous êtes d'accord? Logiquement, non. Et pourtant, c'est marqué dans la loi. C'est un droit de compensation. C'est ça qui est intéressant dans cet article-là, dans ce texte. C'est un droit de compensation parce qu'on s'est aperçu que les gens étaient en infériorité. Donc, on leur a donné un peu plus. Autre cas qui est très intéressant, sur lequel on peut discuter, c'est les directives anticipées. On nous demande de les écrire, très bien. Qui va les lire et qui va les respecter? En fin de compte, quand on regarde un peu ce qui se passe depuis quelques années avec les directives anticipées, très peu de gens écrivent parce qu'on est dans un droit en France qui est un droit écrit. L'oralité n'a pas d'importance. Vous voyez bien, dans la relation que j'ai avec mon médecin, tout se passe à l'oral, rien à l'écrit. Donc, comment je vais opposer sa parole à la mienne? C'est pas grave. Qu'est-ce que j'ai compris? C'est pas grave.
C'est mon problème en tant que malade de comprendre que je dois consentir à suivre une procession, une procédure qui m'emmène là où la personne veut. Et ça me rappelle un tout petit peu, je le tire un peu par les cheveux exprès pour vous provoquer. Qu'est-ce que c'est que le viol? C'est de forcer l'autre à aller là où on veut. C'est-à-dire, c'est moi qui sais, donc je peux vous emmener là où je veux. Ce que je veux dire par là, c'est que le plus important, c'est de s'écouter et écouter l'autre. Et ça, on ne sait plus faire. On a un peu perdu cette notion dans le consentement qui veut dire, pour consentir, il faut s'écouter. Ce sont les prémices d'une discussion, ce sont les prémices d'un accord. Si je vous dis, il faut faire, en quoi je vous ai écouté pour le faire? Et pourquoi, après, on s'étonne, par exemple, dans les maladies chroniques, on s'aperçoit que 80% à 50% selon les pathologies, il y a une non-observance. Pourtant, le médecin, avec son stylo, a bien écrit qu'il faut prendre les médicaments. Pourquoi je ne les prends pas? J'ai pris l'ordonnance, je suis d'accord. Mais est-ce que je suis d'accord de prendre les traitements? Vous voyez, c'est ça qui est intéressant dans le consentement, c'est qu'on a des zones qui sont vraiment d'incertitude et qu'il faut retravailler. Et pourquoi? Parce qu'on part souvent que ce qu'on dit est parole d'or, donc elle est obligatoire pour l'autre. Et c'est dommage, parce que dans la discussion qu'on pourrait avoir, on verrait tout de suite que l'autre n'a pas la même façon de voir que moi, n'a pas forcément les mêmes attentes, et en fin de compte, un consentement n'est quelque part qu'une sorte de compromis. Un bon compromis ou un mauvais compromis, mais c'est un compromis. Chacun fait une concession. L'un par rapport à son savoir, en disant « c'est cette thérapie qu'il faut suivre », le patient qui vous dira « moi je ne peux pas parce que chez moi je n'ai pas les moyens de m'installer une machine pour respirer, c'est trop petit et je vis avec déjà 2 personnes ». Vous voyez, les conditions de vie vont... C'est pas un refus de soins, c'est plus un accompagnement des possibilités par rapport à ce que j'ai. Mais est-ce que si on m'impose quelque chose que je voudrais bien avoir mais que je ne peux pas avoir, où est le consentement ? En fin de compte, cette question, depuis le début, me gênait, parce que je me suis demandé, mais qu'est-ce que ça veut dire, le consentement? Est-ce qu'on consent à vivre? Est-ce qu'on consent à mourir? Est-ce qu'on consent à se soigner? En fin de compte, implicitement, on veut tout avoir ce qu'il y a de mieux. Et c'est ce que j'espère pour nous tous. Mais quelque part, qu'est-ce que c'est que le consentement si ce n'est pas une zone de dialogue, de compromis sur lequel il faut à chaque fois, et j'ai dit à chaque fois, interroger l'autre, de savoir ce qu'il a compris et ce que j'ai compris. Et ça permettrait un peu plus de mettre des relations humaines là où il faut, plutôt que de regarder toujours c'est comme ça et puis c'est tout. Quand on parle de consentement, tout à l'heure on parlait des enfants, on a tous nos travers, on voit bien que quand on fait de l'éducation et de la pédagogie, on ne demande pas à l'enfant de consentir. On part du principe que nous on sait, donc il doit savoir, il doit suivre ce qu'on lui dit. Et quelque part, est-ce que notre modèle ne nous contraint pas aussi à réfléchir différemment? Quand je regarde une phrase qui est très célèbre, que tout le monde connaît, qui dit mot, consent. Qui dit non, consent. Ça veut dire quoi? C'est pas parce que je me tais que j'écoute que je suis d'accord, ou que je voudrais faire ce que vous voulez que je fasse. Et c'est pour ça que l'intérêt de tout ça, c'est de donner en fin de compte à l'autre une sorte d'altérité, une part d'altérité dont on parlait tout à l'heure, de remettre aussi la relation là où elle est, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on veut ensemble faire. Et un patient qui se soigne de longue date, lui, ce qu'il cherche, c'est à améliorer sa qualité. C'est pas avoir le meilleur soin, parce que de toute façon, il sera toujours malade, mais c'est peut-être moins souffrir, moins être mal, mais être plus dans la vie. Et c'est ça qui est intéressant dans le consentement, c'est d'aller chercher ces zones d'ombre qu'on a tous, en fin de compte, parce qu'on est souvent dans l'implicite. Ce qu'on oublie, c'est qu'il faut mieux des fois être explicite, de dire les choses pour pouvoir justement s'appuyer sur des choses tous qu'on a entendues et qu'on a compris. Et ce qui veut dire aussi dans le consentement, parce que souvent, moi ce qui m'a frappé en tant que patient, c'est quand je me suis fait la première fois faire une coloscopie, le spécialiste m'envoie un papier en me disant « vous signez, c'est un consentement ». C'est ça. C'est ça la loi. Il se protège en fin de compte. Mais ce qu'il n'a pas compris, c'est pourquoi on lui demandait de demander le consentement. Donc, et en plus, malheureusement, pour lui, ça n'a aucune valeur juridique parce qu'il doit me donner des informations, je peux prétendre que je suis un ignare, que je ne connais rien, que lui sait et qu'il ne m'a rien expliqué. Donc vous voyez bien qu'on est des fois dans des zones un peu bizarres. On nous demande de signer un papier comme quoi vous allez passer un examen et vous êtes au courant de toutes les conséquences. Impossible.
Ça veut dire que quelque part, on a loupé un coche, c'est de mettre le dialogue, la relation, les mots, pour expliquer, pour que l'autre comprenne et l'autre évolue avec nous. Parce que c'est un choix, c'est un parcours, et justement un consentement dans le choix médical, c'est un compromis, c'est une prise de décision partagée, ce que tu disais si bien. Avant, on appelait ça une prise de décision médicale, c'était une décision partagée médicale, il y avait toujours le mot médical qui décidait, mais depuis quelques années, les mouvements associatifs, les malades, on a eu marre d'entendre le mot médical, on dit non, nous aussi on participe, nous aussi on a un choix, nous aussi on veut faire des choses. On n'est pas des MeToo, hein, je vous rassure, mais quelque part, on a besoin aussi d'affirmer le droit. Et c'est ça qui est important, c'est-à-dire qu'on a besoin d'affirmer le premier droit, c'est à l'information. Qu'est-ce qu'une information? Est-ce que c'est d'entendre des gens nous dire « vous êtes malade, très bien, je suis malade, mais avec quoi je vais vivre, comment je vais faire ?» Est-ce que j'ai le droit à une deuxième consultation, à un deuxième avis? Ça aussi, c'est un choix aussi qu'on peut avoir. Mais bon, soyons honnêtes, aujourd'hui, avoir un deuxième avis, c'est de plus en plus compliqué vu la pénurie qu'on a de médecins. Mais voyez bien que dans notre système, on nous pousse à dire qu'il faut le consentement, mais on n'a pas le temps d'avoir le consentement. On fait quand même. Alors, qui le fait? C'est le médecin, le patient qui accepte. Je trouve que Sophia était très bien pour ça, parce que avec le doigt où on le passe 3 fois, vous voyez bien qu'en fin de compte, on se plie, on est des moutons, parce que quelque part, on ne sait pas s'il ne faut pas y aller. Peut-être qu'on espère qu'on va passer à travers, ou que l'autre nous dira non, on n'a pas besoin d'opération, ou on fait autrement. Donc on est quelque part tenu par la non-connaissance, et on fait confiance. Et on espère ne pas se retrouver. Et l'autre chose qui est importante aujourd'hui, c'est le respect. Là, c'est là où je trouvais que Sophia était très forte, c'est de montrer de tourner en ridicule la notion de consentement par rapport à un doigt, parce que quelque part, quand on subit, est-ce qu'on consent? Non, mais on ne peut pas faire autrement. Et c'est ça aussi qu'on est. On est humain. On a nos faiblesses, on a nos forces. Donc forcément, il faut qu'on s'interroge dessus en se disant qu'est-ce qui fait notre particularité d'être humain et de vivre ensemble. J'insiste beaucoup. Pour moi, le compromis, ce n'est qu'un échange. Et cet échange, ça veut dire qu'il se prépare et il doit être forcément obligatoire. Alors, le papier en France vaut beaucoup, mais malheureusement, quand on me fait signer une directive anticipée pour savoir ce que je veux et que je sais que derrière, c'est encore des médecins qui vont décider en sachant est-ce que c'est pertinent ou pas pertinent, ça me gêne. Parce que quelque part, où est mon droit? Où est mon respect de ce que je veux? Quand je vous dis que j'ai envie de vivre et non pas être guéri, c'est peut-être fort pour vous, mais c'est la vérité. Je ne vais pas guérir. Mais comment je vais faire pour évoluer avec? Comment je vais faire pour avancer avec ma maladie tout en restant digne? Je m'arrêterai là.